Après, la nouvelle constitution s'applique si le peuple français a voté oui, et moi, je m'en vais. Je rentre chez moi. Vous connaissez Cincinnatus, hein? Non, ça vous dit rien? C'est un général romain qui on avait confié, à l'époque, ça s'appelait la dictature. Il était pendant 6 mois dictateur. Et alors, il le nomme dictateur, alors il arrête de faire son boulot, il s'en va faire chef de guerre, il gagne, il revient, on lui dit « Ah, faut rester !» Il dit « Non, non, je rentre chez moi. » Voilà, moi je vis dans le mythe de Cincinnatus, c'est-à-dire tu retournes à tes poésies, tes dessins. Bon, je vois que vous ne me regrettez pas déjà. Une deuxième question peut-être? Oui. Alors, bonjour M. Mélenchon, ici. Ah, oui. Et on pourrait alterner, hein, un gars et une fille. Ouais. Allez-y. Bon, je vous ennuie un peu, je vais vous parler de l'Union européenne, on parle d'institutions, et c'est un lien justement avec le Conseil. On parle souvent de votre vision de la politique économique, monétaire, budgétaire du Conseil, et je comprends très bien le plan A, le plan B, je comprends très bien tout ça, et c'est intéressant. Mais vous parlez rarement, je vous entends rarement parler de votre point de vue sur la constitution politique, juridique de l'Union européenne, quel regard vous avez par rapport au pouvoir politique. Si on met de côté vraiment du Palmas-Fitch, tout ça, quelle vision vous avez de la constitution politique du continent? Voilà, merci. Écoutez, moi j'ai successivement eu plusieurs attitudes à l'égard de l'Union européenne. Dans les années 80, j'appartenais à la tradition très jacobine du socialisme français qui ne supportait ni la décentralisation ni l'Union européenne. C'était tellement fort dans le mouvement socialiste que le président Mitterrand poussa un vote interne pour trancher. C'est dire que ce n'était pas évident. La question a été tranchée dans le sens de pour la construction de l'Union européenne. Et il faut admettre que, nonobstant les critiques qu'on pouvait faire à l'idée d'un État supranational, plus la méfiance historique qu'on peut avoir à l'égard de certains de nos voisins, il y a quand même une idée très forte de coopération internationale qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Donc, quand ça a été mon tour d'avoir des responsabilités et d'avoir un avis à donner pour conduire les affaires, je me suis dit, dans un premier temps, c'est pas difficile, plus on intègre économiquement l'espace européen, plus il en résultera de la citoyenneté. C'était la vision, l'intégration économique produit de la nation, parce que la France s'est constituée comme ça. Et l'Allemagne aussi, c'est le Zollverein qui crée l'Allemagne, en quelque sorte. Bon. Au bout alors, donc je vote Maastricht dans l'allégresse, persuadé que c'est la bonne méthode parce qu'on va créer un marché unique et que ça va accélérer les choses. Au bout de 2 ou 3 ans, le résultat évident, c'est que c'est pas ça qui se passe. Et c'est même exactement le contraire. Donc, rediscussion. Alors, attendez, avant d'en arriver là, puisque ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, s'il y avait une constitution politique de l'Europe et la capacité des citoyens à intervenir sur les décisions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, le Parlement européen ne décide de rien, eh bien, ça améliorerait les choses. Donc, me voilà fédéraliste pendant quelques années. Je fais des pétitions avec la gauche du Parti socialiste allemand, avec des éléments de la gauche du Parti socialiste ouvrier espagnol, etc., etc. Et tout ça donne rien. Au contraire, les choses s'aggravent et progressivement, on s'aperçoit que la mise en place du marché unique, on va jusqu'à la monnaie unique. À la monnaie unique, je me dis, mais la monnaie unique contrôlée par qui? Résultat, par personne. Dans la tradition française de la souveraineté absolue du peuple, c'est une horreur. Les banquiers centraux qui ne sont chargés que d'une chose, la stabilité des prix. Alors ça, on connaît le résultat d'avance. Ça s'appelle l'ordolibéralisme, c'est fini. Vous ne mêlez plus d'économie. L'économie est déclarée comme hors champ du politique. À ce moment-là, c'est donc une grande révision qui s'opère dans mon esprit, mais pas que dans le mien. Et on se dit, on s'est fait avoir. C'est pas ça qu'il faut faire. Alors, régulièrement, on me dit « Ah, mais tu as voté Maastricht, donc ragnagni, ragnagna ». Non, alors, les gens qui ne changent pas d'avis, méfiez-vous-en. Hein. Ça veut dire qu'ils ne tiennent aucun compte de l'expérience. Nous avons cru des choses, elles se sont avérées fausses. Donc, il faut rectifier. Vite, à temps, quand on s'aperçoit que c'est faux. Arrive, ils étaient sur leur lancée, ils font une convention sous l'autorité de M. Giscard d'Estaing et ils écrivent un projet de constitution européenne. Et tellement acquis que c'était évident qu'ils battent monnaie. J'ai eu pendant un temps un euro avec marqué dessus 2005 Constitution européenne.
Je commence par voter contre le statut de la Banque centrale, contre le passage à l'euro, mais c'est plutôt si vous voulez, du rétropédalage qu'une stratégie vraiment cohérente comme celle que je peux présenter aujourd'hui. Alors, donc 2005, on gagne. On se dit, c'est la crise. Tant mieux. Tout est bloqué, ils sont obligés de reprendre à zéro. Et c'est pas ça qui se passe. 2 pays votent contre, les Pays-Bas et la France, et dans les 2 pays, le texte passe quand même, parce que en France, on fait voter le Parlement, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, et aux Pays-Bas, je ne sais pas comment ils s'y sont pris. Et puis l'habitude s'est pris en Europe, chaque fois qu'un pays vote non, il revote. L'Irlande vote non, elle revote. Le Danemark n'est pas d'accord, il revote. Bref, ça voulait dire, on a le droit de dire qu'une chose, c'est oui. Et il y en a un qui avait dit ça en allant jusqu'au bout, c'est le précédent président de la commission avant Madame Schmoll, là, qui est actuellement en place, le luxembourgeois, son nom va me revenir, il avait dit, il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités. Et nous, on répondait, il n'y a pas de démocratie possible dans les traités. Pourquoi? Parce que les traités verrouillent une constitution économique. Voilà. Le libre-échange au sommet de la hiérarchie des normes, non seulement à l'intérieur de l'Europe, mais avec le reste du monde, et la concurrence libre et non faussée, tout ça. Alors, que faire? On a d'abord commencé à dire plan A, plan B, comme vous disiez. Hein? Mais qu'est-ce que je cherche, moi? Ce qui est compréhensible par tout le monde, pas le truc qui me fait plaisir. Et comment je peux attraper le problème, étant à la tête de la France, pour faire en sorte que je ne sois pas, moi, le Français, de la mise en commun, le déclencheur d'une pétaudière inouïe dans laquelle mon pays n'a aucun intérêt. Parlons-en franchement, nous n'avons aucun intérêt à la pagaille, nous n'avons aucun intérêt au chaos en Europe, pour plein de raisons, et notamment parce qu'il faut se repositionner complètement différemment pour avoir d'autres alliances, d'autres partenaires, mettre fin à cette illusion absurde du couple franco-allemand qui n'existe pas et dans lequel nous nous faisons dépouiller tout vif, de cette vision de l'Europe absurde où on pense qu'il y a le Sud qui joue de la guitare et fume des cigares en jouant de la mandoline et le Nord qui bosse. La deuxième économie du continent, c'est nous. La troisième, c'est les Espagnols, les Italiens. La quatrième, c'est les Espagnols. La richesse de l'Europe se produit au Sud, pas au Nord. Et c'est pas parce que les gens font des grosses bagnoles et des machines-outils qu'avec ça, on va faire notre vie. Donc, moi, j'en parle durement parce que comme je caricature, vous marrez et vous le retenez. Je ne crois pas à ce système-là. Je n'y crois pas. Je nous crois beaucoup plus proche des Italiens. Les Espagnols, c'est un peu confus, mais les Italiens, c'est clair. Et les Italiens plus les Français, eh ben, ça représente une charge critique capable de se faire entendre. Si vous ne le comprenez pas à temps, si vous ne vous apercevez pas que 8 pays ont décidé à 2 reprises de mettre capot les Français et les Allemands, qui voulaient certaines réformes, Madame Merkel faisant semblant d'y croire, hein, disent aux Français, oui, on va le dire, oui, on va le dire, on va dire, allez vous faire voir, on va se faire voir, voilà. Ça s'est terminé comme ça, les 2 fois. Nous sommes dans une situation où de fondateurs et animateurs que nous étions, nous ne le sommes plus. Il faut que vous acceptiez cette idée pour réagir à temps et faire ce qu'il faut faire. Moi, je n'accepte pas qu'on donne des ordres à ce pays. Je n'accepte pas. Je ne suis pas d'accord pour leur vision de la politique. Alors, que faire? La première chose à faire, c'est de régler ce qu'on va faire en arrivant. Je sors complètement des débats théoriques. Je les abandonne à qui le veut. Et je prends un débat pratique. Qu'est-ce que je vais faire? Ça colle pas avec les traités européens, eh ben, opt-out. Opt-out pour ci, opt-out pour ça, opt-out ici, opt-out là. Vous voulez bouffer du glyphosate? Mangez-en, c'est bon pour votre santé. Pas nous. C'est interdit tout de suite. Ah ben évidemment, si vous voulez importer chez moi des légumes au glyphosate, c'est interdit. La stratégie du opt-out nous permet de régler le refus, c'est-à-dire on n'arrive pas en disant, écoutez, allez tous vous faire voir, je ne suis pas un Frexiteur pour ma part. Donc, allez tous vous faire voir, il y en a assez. Comment? Alors on va développer une logique politique internationale où on va dire vive l'ONU, vive les traités internationaux, vive l'accord entre les peuples, et l'endroit où il y en a un, on va dire non, on veut voir personne. Non. Mais comment changer cet ordre des choses? Il faut le déverrouiller. Voilà comment je propose de faire. Qui va dire aux Français, vous ferez de force ceci ou cela? Personne. Nous aurons une crise? Peut-être. Peut-être que les gens seront raisonnables et qu'il n'y aura pas de crise. Hein? Mais en tout cas, c'est fini. Vous choisirez, hein? C'est votre bulletin de vote qui tranchera l'affaire. On ne se fera pas élire sur une chose pour en faire une autre. Et là, ça tombe très mal pour eux. Parce que, 1, ils ne me font pas peur. 2, je connais l'histoire. 3, j'ai 70 ans.
Par conséquent, personne ne me tient avec une carrière, un machin, je sais pas quoi, comme on a pu le faire à d'autres. Hein. Ça m'est totalement indifférent. Le programme sera appliqué parce que le peuple français l'aura voulu. Et le pari que je fais, c'est que si nous l'appliquons dans notre pays, plein de peuples diront « Ah ben nous, on va faire comme eux. C'est bien leur truc, la planification écologique, ça marche. C'est bien leur truc, plus de pesticides. C'est bien leur truc, plus de démocratie. Pourquoi voudriez-vous que les autres peuples d'Europe soient faits d'une autre nature que nous-mêmes? À quoi aspirent-ils? Au bonheur simple de la vie, à une vie démocratique, à des nations apaisées, qui ne soient pas déchirées par le racisme et les inégalités sociales. Les gens veulent comme nous, je ne sais pas ce que vous voulez, vous, moi tout ce que je veux. Hein. Ça se passe bien, tranquille, voilà. Alors il y a un prix pour tranquille, c'est l'avenir en commun. Si vous ne le faites pas, vous aurez le bazar. Et vous verrez à quelle vitesse ça va aller. Et le pire de ce qu'on peut espérer. Parce que si vous croyez que les Polonais se contentent seulement de vouloir interdire l'avortement, vous vous trompez sur ce qu'est leur gouvernement d'extrême droite. D'accord? Ils ont aussi des visions sur des bouts de l'Ukraine. Si vous croyez que les Hongrois sont juste dans une dérive plus qu'autoritaire, hein, vous vous trompez, parce qu'eux aussi ils veulent un bout de l'Ukraine. Et aussi ils veulent, regarde l'assiette du voisin. Tout l'Est de l'Europe est instable. Pour l'instant, ça vous paraît stable, mais ça ne le restera pas. De la même manière que toutes les frontières de l'Europe, ou la plupart d'entre elles, sont instables. Raison pour laquelle j'ai proposé qu'il y ait une conférence des frontières. Pas parce que je veux changer les frontières, mais parce que je suis bien informé. Je sais que les Écossais veulent être indépendants. Je sais qu'il y a une Catalogne espagnole qui veut être indépendante. Je sais qu'il y a des Flamands qui veulent être indépendants par rapport aux Wallons. Et je ne vous parle que de ça. Je sais qu'il y a 2 Irlandes qui aimeraient mieux en être qu'une. Alors quoi? Je me croise les bras et j'attends que la pétaudière s'installe et que dans la crise, on décide au dernier moment ce qui nous passe sous la main pour apaiser les incendies. Non, mieux vaut prendre des mesures d'avance. Mais je sais que ça sera tumultueux. Et peut-être pas en commençant par les Écossais. Si vous savez ce qui va se passer à notre frontière belge, tant mieux pour vous, moi je ne le sais pas. Mais je sais que la tension monte et que les Flamands ont des propos qui sont assez étonnants. Alors, dans ce contexte, je mesure ma réponse. J'applique le programme. Si ce n'est pas possible, opt-out. Est-ce qu'on discute? Oui, à perte de vue. Tant qu'on veut, on discutera. Mais l'application du programme, non, celle-là, ne se discute pas. Et pour le reste, je me tiens dans un état d'esprit qui est de dire, à chaque fois, on ira chercher la plus grande coopération possible. S'il y a une vraie Union européenne, qui n'est pas juste une juxtaposition de pays, vous verrez que l'esprit de coopération l'emportera sur l'esprit de domination des uns sur les autres. Et nous, les Français, on a intérêt à ça. Parce que si on veut rejouer un rôle dans ce qui nous intéresse, une diplomatie altermondialiste dans le monde, on a intérêt à partir sur des bases apaisées de l'endroit où on est, c'est-à-dire de l'Union européenne. Parce que beaucoup de pays discutent. Je sais pas, je peux vous dire, j'ai des amis dans un peu tous les pays, on parle. Je leur dis, avec Mercosur, vous êtes en train de faire la même bêtise que nous. Nous avons fait d'abord un ordre économique et ensuite un ordre citoyen. Vous n'aurez jamais l'ordre citoyen. Donc, beaucoup de gens sont intéressés à voir comment l'Union européenne pourrait évoluer, ou la coopération sur le vieux continent, duquel, pour l'instant, n'a offert au reste du monde que 2 guerres mondiales. Je ne réponds pas complètement. J'en suis conscient. Je ne vous dis pas, voilà l'Europe qu'il faudrait faire avec une constitution et fédérale, etc., etc. Je m'en tiens à ce que je peux faire dans le moment. Faisons confiance à la vie pour faire apparaître des opportunités. Alors après, les connaissances historiques, la pratique de ce que j'ai vu, font que je pense que je serai capable de saisir aux cheveux une chance qui se présenterait.